Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le troisième et dernier barreau sur l'échelle du risque est donc atteint. La France, placée depuis hier soir en vigilance urgence attentat, soit le niveau le plus élevé. Décision de l'exécutif après un conseil de sécurité à l'Elysée. Conséquence de l'attaque de Moscou, revendiquée par l'État islamique. Le gouvernement ne veut pas prendre le moindre risque à 4 mois des Jeux Olympiques. Jean-Baptiste Marty, ça passe notamment par une présence militaire renforcée sur le terrain. 7000 militaires sentinelles vont être déployés partout en France contre 5000 jusqu'alors. Ils ont pour mission de sécuriser les lieux à forte fréquentation comme les centres commerciaux, les transports en commun, mais aussi les écoles, établissements scolaires d'ailleurs visés ces derniers jours par des menaces d'attentats après un piratage des serveurs. Autre changement, ce niveau urgence attentat permet aux autorités de diffuser plus facilement des informations. Les sites institutionnels ou encore les médias peuvent être sollicités pour prévenir les Français en cas d'urgence ou bien d'expliquer les bons gestes à avoir en cas d'attaque terroriste. Alors ce niveau d'alerte maximale avait déjà été déclenché en octobre dernier après l'attentat survenu dans un lycée à Arras. Urgence attentat avait finalement été rétrogradé au niveau inférieur en janvier dernier. Une menace terroriste donc plus que jamais présente en France à quelques mois du début des Jeux Olympiques. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Sécurité renforcée également autour des établissements scolaires avec une attention toute particulière pour se situer en région parisienne et dans les Hauts-de-France. Plus de 150 collèges et lycées cibles d'une cyberattaque depuis vendredi. Intrusion dans les espaces numériques souvent accompagnée d'une menace d'attentat. La députée Renaissance Violette Spilboud était l'invitée de Guillaume Lariche dans Europe 1 Nuit. Elle explique les mesures prises dans l'Académie de Lille. Dans l'Académie de Lille, où une douzaine d'établissements sont concernés, il y a un déploiement de la police aux abords de chacun des établissements. Les espaces numériques de travail ont été fermés pour éviter la propagation de messages dangereux, inquiétants, et puis pour faciliter les recherches suite aux plaintes. Et puis, la rectrice de l'Académie de Lille est très mobilisée avec le président de la région dans les lycées pour être aux côtés des équipes enseignantes. C'est mobilisation générale, donc service de police devant tous les établissements menacés, et puis une très très grande vigilance. On ne peut pas se permettre un faux pas. La députée Renaissance du Nord, Violette Spilboud, au micro de Guillaume Lariche dans Europe 1 Nuit. À propos de l'espace numérique de travail évoqué par Violette Spilboud, il est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans les académies concernées par les piratages et les menaces. La France en alerte terroriste maximale. À Moscou, le bilan de l'attaque du Crocus City Hall de vendredi continue de s'alourdir. Au moins 137 morts, 182 blessés, dont une centaine toujours hospitalisés. Bilan toujours provisoire, bien sûr. Sur place, les recherches se poursuivent dans les décombres de cet immense centre commercial. Des secouristes, mais aussi des civils à la recherche de proches dont ils sont sans nouvelles. Moscou continue d'accuser Kiev d'être derrière cet attentat revendiqué officiellement par l'État islamique. Les 4 terroristes présumés ont comparu une première fois devant un tribunal. 3 d'entre eux ont plaidé coupables hier, Martin Lange. Oui, les 4 assaillants présumés ont été présentés à un tribunal de Moscou hier soir. Des vidéos de leur audience ont été diffusées. 4 hommes se succèdent dans la cage de verre réservée aux accusés, menottés, le visage tuméfié. L'un des suspects porte un bandage à l'oreille, tandis qu'un autre est allongé dans une chaise roulante, incapable d'ouvrir les yeux. L'attaque du Crocus City Hall a été revendiquée par l'État islamique dès vendredi, mais le Kremlin refuse d'évoquer cette piste, préférant pointer du doigt l'Ukraine. Un moyen de masquer les failles du renseignement, selon Vyacheslav Avioutsky, spécialiste des relations internationales. Pointer du doigt l'État islamique, ça va être aussi un aveu d'échec pour M. Poutine. C'est un échec flagrant, c'est l'échec de ses services spéciaux, c'est l'échec de la force publique qui n'ont pas vu cet attentat à venir. D'autant que les États-Unis assurent avoir prévenu les Russes au début du mois de mars qu'un projet d'attentat pourrait viser Moscou. Les 4 assaillants présumés ont été placés en détention provisoire jusqu'au 22 mai, dans l'attente de leur procès. Ils encourent la prison à perpétuité. Martin Lange. Et puis juste avant de s'envoler pour un déplacement de 2 jours en Guyane, Emmanuel Macron a renouvelé son avertissement au Premier ministre israélien. Pas d'action militaire sur Rafah et surtout pas de déplacement de population. Tout transfert forcé serait constitutif d'un crime de guerre selon le président français. Au Sénégal, toujours l'incertitude autour du résultat de l'élection présidentielle d'hier. Les médias et les réseaux sociaux placent le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye largement en tête du premier tour devant le candidat du pouvoir en place Amadou Ba. Résultat définitif attendu dans la semaine, mais la présidence sénégalaise assure qu'un second tour sera bien nécessaire. Nous sommes le 25 mars. Il y a un an, à Sainte-Soline, les opposants aux méga-bassines étaient extrêmement mobilisés au projet de réserve d'eau. C'est toujours le cas aujourd'hui.
Les manifestations anniversaires qui ont commencé vendredi et doivent se prolonger aujourd'hui dans les Deux-Sèvres. Un collectif militant annonce qu'il va bientôt porter plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour avoir menti sous serment lors de la commission d'enquête parlementaire sur les violences commises l'an dernier. Et puis la fin d'une pratique devenue courante aux examens de fin d'année scolaire, la surnotation des copies, notamment au brevet des collèges. Témoignage exceptionnel de professeurs sur Europe 1 ce matin. Et le Premier ministre l'a promis, fini les correctifs académiques. Vous parliez du brevet des collèges, Dimitri, c'est aussi valable pour le bac, vous allez l'entendre, de plus 1 à plus 6 points en fonction des académies. Dans certaines régions, un 4 sur 20 réel se transforme en 10 sur 20 et ainsi de suite. But de l'opération, ne pas stigmatiser des départements où les élèves en difficulté sont majoritaires. Anatomie d'un mensonge, Louise Salé. L'Académie de Versailles gonfle par exemple son taux de réussite au brevet de 5 points. En 2023, il passe de 85 à 90% après redressement des notes par le rectorat. Joseph Vergniaud y enseigne l'histoire géo au collège. Sur 36 copies effectives que j'ai corrigées, j'ai 11 élèves qui n'avaient même pas écrit un seul mot dans le développement construit. Et néanmoins, dans le lot, c'est évident qu'il y en a qui ont eu le brevet, voire qui ont pu l'avoir avec mention. Beaucoup vont vraiment avoir de grosses difficultés en seconde, quoi. Dans l'Académie de Créteil, les résultats augmentent d'environ 6 points au brevet et pour cette prof d'économie de Seine-Saint-Denis qui témoigne sous couvert d'anonymat, cette surnotation se poursuit jusqu'au bac. Lorsque l'on corrige les copies du bac, on va valoriser un mot-clé, même si la réponse est fausse. Il y a un sentiment d'injustice, de non-valorisation de notre travail et aussi du travail des élèves. Et sur le contrôle continu, on va être convoqué ou non et on va nous demander de remonter les notes. Une chose est sûre, c'est qu'à Créteil, c'est particulièrement marqué. On a un niveau qui est de plus en plus faible, mais personne ne dit son nom. Pour elle, l'école est devenue une machine à faire passer les élèves au niveau supérieur et non plus à les faire réussir. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1, et un rappel, les épreuves du brevet des collèges auront lieu le 1er et le 2 juillet. Direction Londres à présent, où l'annonce du cancer de la princesse Kate continue de provoquer beaucoup de réactions. Elle l'a annoncé elle-même dans un court message vidéo très émouvant. La royauté britannique est déjà affectée par le cancer dont souffre le roi Charles III. Dans les deux cas, la famille royale s'est montrée aussi transparente que possible sur l'état de santé de ses membres. Transparence contrainte pour couper court à la rumeur. Qu'en pensent les Britanniques? Reportage Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Leave them alone, laissez-les tranquilles, réagit vivement Andrea. Elle hésite même à répondre au micro quand on lui parle du couple princier. Je pense qu'il mérite un peu d'intimité. Nous n'avons pas besoin de tout savoir sur la vie privée de chacun. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne les laissent pas tranquilles. Elle, qui s'affiche ouvertement royaliste, regrette que Kate ait été contrainte de s'exprimer publiquement pour faire taire les rumeurs. Un avis que partage Paul également. Ce n'est pas parce qu'ils ont une position de privilégié qu'on doit leur demander des comptes chaque minute de leur vie. Après cette transparence inédite, il apparaît bien difficile pour la famille royale de se murer à nouveau dans le silence. Ancienne journaliste, Sarah estime même qu'elle devrait communiquer encore davantage. Ils vivent une vie complètement différente de la nôtre et nous avons du mal à appréhender. Nous payons des millions de livres de taxes pour eux et nous vivons dans deux mondes complètement différents. Ils devraient être plus transparents, c'est le prix à payer. Une transparence qui garde pour l'instant ses limites. La famille royale n'a apporté aucune précision sur l'état de santé de Kate ni sur la nature de son cancer. Londres, Wilfried de Villers, Europe 1. Enfin, match à sensation pour clore la 19e journée du top 14 de rugby entre Bordeaux-Bègles et Toulouse. Les Bordelais, vainqueurs 31-28 hier soir, remontent à la 3e place. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. Un rein de porc dans un corps d'humain.